Let's go. Je sais pas combien de temps ça fait que j'étais pas venu en live là, ça fait quasi un mois, un truc comme ça. Après le marché était un peu chiant, il y avait rien à voir du coup, il y avait rien d'intéressant à regarder. Toujours à Malte? Ouais, bah là je suis à Malte, ouais. Bah, ça... Ah merde, j'allais dire on va voir la mer, mais non pas du tout, c'est 19h. Tu t'es bien remis de tes soirées, comment tu sais ça toi? T'allais voir sur Insta? Ah c'est vrai que là j'ai abusé un peu. Soit je suis très à fond au travail, soit très fond soirée. En fait pourquoi je sors beaucoup en ce moment? Pour penser à autre chose que les marchés. Parce que quand vous avez le marché qui se pète la gueule, vous avez votre portfolio qui fait que descendre. En plus de ça, vous avez les réseaux où les gens sont un peu agressifs, etc., vu que ça descend, donc c'est un peu chiant. Si tu es constamment 12 heures par jour sur le marché, sur les réseaux, etc., tu pètes un câble. Du coup, c'est important de. Moi, ce que je fais souvent, quand le marché va pas très bien, je déconnecte de fou, je sors et tout. Et après, quand le marché repart, etc., je me remets à fond et je charbonne. Et là, il y a une époque où, pendant le confinement, j'ai tellement charbonné que obligé de faire plaisir après. Vraiment, j'étais à fond et pendant le confinement, de toute façon, on pouvait pas sortir, donc il n'y avait pas le choix. Donc je suis forcé un peu à travailler. Tout ne sortira plus au moment du Borderlands, si quand même. Mais moins quoi, je ferai pas une soirée tous les soirs, je ferai une soirée une fois par semaine, je trouve que c'est bien. Oh, il y a ça là, faut que je vous montre un tweet que j'ai mis qui est très intéressant, de la valeur refuge monétaire. Très intéressant. On a une valeur refuge donc comme l'or et on a une valeur refuge monétaire du coup qui est un peu comme Bitcoin. Et c'est que Bitcoin souvent l'a associé une valeur refuge, mais c'est vrai que la valeur refuge monétaire je trouve colle mieux à Bitcoin que juste le terme valeur refuge. Et donc c'est intéressant et je pense que c'est un terme qui sera de plus en plus utilisé dans les prochaines dans le futur en fait tout simplement. Ouais, c'est vraiment un terme je trouve qui correspond bien à Bitcoin, hein, surtout avec ce qu'on a en ce moment avec le rouble où on a pas mal de capitaux qui sont déplacés du rouble au Bitcoin et aussi au USDT. On le voit très bien avec ce graphique. Vous voyez, regardez le volume de USDT rouble qu'on a ici en jaune, il a explosé. Pareil pour le BTC rouble en gris qui a littéralement explosé. C'est très bon ça. Bitcoin, enfin là, il fait office de valeur refuge monétaire. C'est-à-dire, il fait office d'alternative à une autre monnaie monétaire qui se casse la gueule, comme le rouble. Donc c'est très intéressant. Merci Elios pour tes un an d'abonnement Elios. Un an d'abonnement, c'est énorme. On va parler un peu du marché parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'aurais bien faire un petit sondage là pour savoir si vous êtes plutôt dans un rebond là ou dans une reprise haussière. Moi je suis beaucoup plus optimiste pour ce mouvement-là que celui qu'on avait eu là. Ce que j'expliquais, c'est que vous voyez là, au niveau de ce rebond qu'on avait eu ici, vous voyez, on a manqué un peu de volume. Regardez les volumes. On a des volumes qui étaient très faibles. Hein. C'est pour ça que moi j'étais très mitigé par rapport à ce rebond. J'étais pas très optimiste pour ce rebond parce que on a manqué de volume toujours. On manquait de volume, donc c'était compliqué. Je l'avais mis sur Twitter et vous voyez, ce qui est intéressant avec la clôture qu'on avait formée là aussi, qui était très importante, c'est que là on aurait une clôture plus haute, ça aurait pu être bon parce qu'on a fait un point voilà, de plus en plus haut. Mais là, les deux choses qui me font peur, c'est soit une clôture ici au même stade que celle-là, donc un double top, et aussi pourquoi pas une clôture en dessous. Ça aurait été mauvais dans les deux cas en fait. Et ce qu'on a fait, c'est une clôture daily au même top que celle-là. Donc double top, donc au format M, et du coup c'est baissier, et là c'était très mauvais. Là encore une fois, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que là, ce qu'il va falloir regarder, c'est les volumes, encore une fois, très important, et voir un peu ce qu'on fait. Si on commence à former une figure un peu comme celle-là, ça va être moyen quoi. Et pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, donc on va surveiller ça durant les prochains jours. Est-ce que le sondage, ouais, le sondage est en cours. N'hésitez pas à cliquer sur le sondage et vous choisissez. Donc que va-t-on faire? Le rebond en gros, ce serait plus pour dire que on est dans une phase un peu comme on a eu il y a quelques semaines, où en fait on rebondit, on manque de volume, hop, on redescend. Et début de tendance haussière, c'est qu'en gros, on lance une nouvelle dynamique haussière, et on revient à l'ancien TH, où là on va plus haut, etc. Warren Buffett a dit ne jamais investir en temps d'incertitude et de guerre. Ah ouais, il a dit ça, Warren Buffett? Il a pas acheté, donc il rage. Warren Buffett, il a 86 milliards, donc je pense que il rage pas trop. Mais c'est vrai que pour les cryptos, qu'est-ce qu'il avait dit récemment? Ah non, Warren Buffett d'ailleurs, récemment, il a acheté, je crois, des actions d'une banque brésilienne très crypto-friendly, il me semble. Donc il s'est impacté directement dans le marché crypto. Et c'est intéressant parce que, rappelez-vous, Warren Buffett, il a fait quoi? Il a pas voulu rentrer sur la bulle, voulu rentrer sur les valeurs technologiques dans les années 2000. Et dès qu'on arrivait en 2010, il a retourné sa veste entre guillemets, j'aime pas dire ce terme, mais il a plutôt changé d'avis et rentré sur le marché à fond. Et je pense pour les crypto, il fera pareil, je pense. J'en ai déjà parlé, mais en gros, ça m'étonnerait pas que dans peut-être quelques années, il rentre sur le marché. Le problème, c'est que Warren Buffett, il commence à pas être tout jeune, quoi. Dans 5 ans, 10 ans, c'est plus sûr qu'il soit malheureusement là, quoi. On verra si un jour ou l'autre, il rentrera sur les crypto. Ah ouais, c'est vraiment du 50-50. 56% début de tendance, 44% rebond. Moi, je vous cache pas, je serais plutôt parti d'un début de tendance. Parce qu'au vu de la structure qu'on a au niveau technique, c'est vraiment propre. Après, encore une fois, voilà, il y a tellement de choses à prendre en compte. Le conflit militaire là qu'on a actuellement peut faire tellement changer les choses que c'est très compliqué. Mais au niveau technique, en tout cas, on a tout pour repartir. Regardez, au niveau de la structure là, qu'on a avec le double creux, c'est très propre. Hein. Au niveau technique, c'est très propre. Ce qu'on a sur Bitcoin. Volume profile. Pourquoi? Parce que ça nous permet de savoir les zones de résistance, de support, simplement en long terme. Mais c'est parfait, hein, c'est parfait. Et ça marche très bien. Rappelez-vous, au niveau de la baisse, moi j'ai regardé mes zones de recharge par rapport au volume profile. C'est-à-dire les 45 000, les 42 000 là, et des 40 000 aux 32 000, recharge à fond. Et après, en dessous, c'est les 25 000 puis les 20 000. Chaque fois, on a les volumes profile qui ressortent. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est intéressant parce que, regardez, les 55 000, on s'est arrêté un peu. Hop, malheureusement, on a cassé, on repasse en dessous. 45 000, vous voyez, on s'est arrêté sur les volumes profile aussi. Malheureusement, on casse et vous voyez, hop, ça repasse directement aux autres volumes profile qui sont ici. Là, vous voyez qu'on est resté très longtemps. Et là, en fait, on a tellement une grosse zone de volume profile que c'est très compliqué à dépasser, quoi. Vous voyez tout ce qu'on a là comme volume profile, donc volume horizontal, horizontaux qui ressortent.
Et c'est grâce aussi à tout ça, là, le temps qu'on a rangé là-dedans, et aussi le temps qu'on a rangé là-dedans au niveau de mai, juin, juillet. Et pareil ici aussi dans le passé, en janvier, on avait déjà formé un peu ces volumes profile. Donc voilà, on a une grosse zone d'accumulation entre les 32 000 là, et les 40 000, où il y a une zone de support qui est assez énorme. Et encore une fois, vous voyez qu'on a pu trouver notre bottom pour l'instant. Bottom, hein, je dis bien bottom parce que, entre guillemets, parce qu'en fait, on n'est pas sûr et certain que là on a notre bottom, mais c'est assez. Enfin, c'est pas logique, mais je veux dire, il y a de grandes chances qu'on ait trouvé notre bottom ici, mais c'est pas une certitude non plus. Si je voulais dire, ah oui, du coup, ces volume profile, on peut les re-regarder au niveau de la hausse. Et du coup, c'est pareil, ça va être les mêmes zones, sauf que du coup, ça va être en tant que résistance. Et vous voyez que là, du coup, la prochaine volume profile qui ressort, là, on a un creux de volume profile. C'est pour ça aussi que, vous voyez, hop, on peut décoller assez fortement. Et on le voit très bien, regardez dans le passé. Vous voyez là, hop, dès qu'on a décroché les 40 000, hop, on est directement passé au-dessus. Et là, pareil, en fait, quand on a les creux de volume profile, c'est assez simple pour le cours de passer, en fait, vous voyez, que ce soit au niveau de la hausse ou au niveau de la baisse aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que prochaine zone est à 47 000 $, environ 46 500 $, jusqu'aux 49 000. Donc là, prochain cluster de volume profile. Donc je pense que c'est la zone à court terme où on pourrait légèrement s'arrêter, faire un truc comme ça. Ensuite, pourquoi pas repartir. Autre chose qui est très intéressant, bien sûr, c'est le ruban. Le ruban, on l'a percé. Et on l'a bien percé, ça c'est intéressant, avec une belle bougie, voilà, par exemple plusieurs fois d'un seul coup. Et ça c'est très très bon, vous voyez, c'est exactement ce qu'on avait fait ici au niveau de octobre. Je me demande même si on l'avait pas fait, ouais non on l'avait pas fait parce que c'était différent au début du bull run. Mais c'est vrai que ça a plutôt bien marché. Attention encore une fois, le ruban, c'est pas parce qu'on l'a percé que ça va forcément voilà, partir au niveau là-haut, ça y est, ça décolle. Ça dépend de beaucoup de choses. Et vous voyez que là, on a une contre-indication. On a percé, on est revenu tester. Malheureusement, M, manque de volume, hop, on crash. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que il faut regarder les volumes, il faut regarder plusieurs choses. Vous voyez que les volumes pour l'instant, c'est ascendant. Donc c'est plutôt bon. Moi, ce que j'avais peur ici, c'est les volumes, vous voyez, descendants qu'on avait. Ça, j'étais vraiment pas fan. Et là, c'est pas forcément le cas. Là, c'est pas forcément le cas. C'est un peu tôt pour le dire. Vous voyez que ça fait 3 jours qu'on monte. Mais pour l'instant, c'est pas dégueu là à court terme ce qu'on a sur les volumes. Donc, c'est pourquoi pas bon là du côté de ce qu'on est en train de faire au niveau du ruban. Le top, ce serait un mini pullback là, hop, sur le ruban pour en partir. Après, je peux vous passer. Qu'est-ce que je vais vous passer aussi? Le RSI en weekly, je l'ai déjà passé, je crois, dans la vidéo d'hier. Ouais, la structure est pas trop mal. Ça me fait vraiment penser à la structure qu'on avait ici, qu'on a eu aussi ici, ici, ici et ici dans le passé. Avec ça me ferait le même style, une sorte de double creux assez bizarre, mais la plupart du temps c'est souvent une zone de bottom en fait, parce que zone de bottom sur le RSI, ce que j'ai remarqué en weekly, c'est que quand le RSI commence à être très plat, très horizontal, et qu'il il s'abaisse en termes de volatilité, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros, il devient plat, il devient calme. Et souvent, c'est là où on trouve notre bottom. Et ouais, on le voit assez régulièrement. C'est-à-dire que quand il y a une grande vague de fluctuation comme ça, ouais, souvent la tendance n'est pas finie. Et j'aime pas trop aussi les pics qu'on fait comme ça d'un seul coup, on remonte. Parce que c'est pas souvent là où on relance une vraie tendance. Le plus souvent, on relance une vraie tendance, c'est quand voilà, on est bien à plat dans ce style. Encore une fois, c'est juste c'est approximatif. Hein, et c'est que des suppositions. Autre chose aussi. Ah oui, juste la structure en elle-même. Regardez. Si j'enlève tout, hop, je mets en daily, vous voyez que c'est pas trop mal. Mais regardez si je mets en 3 daily, vous voyez c'est très propre, hein, le double creux qu'on a, le W là c'est magnifique. En weekly c'est la même chose. Donc c'est vraiment très propre. On a des figures en weekly et en 3 days qui sont vraiment pas mal. Encore une fois, ça c'est l'analyse technique. Donc l'analyse technique est différente de tout ce qu'on a autour. La géopolitique, tout ça, le SP500, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et qu'on ne peut pas forcément contrôler encore une fois. Et les altcoins donc, vont être forcément intéressants par la suite. Si Bitcoin repart réellement en tendance haussière, les altcoins vont être très très intéressants. On a déjà des structures très très intéressantes. Regardez EGLD, très propre. Hein. Pareil, regardez 3 day weekly, c'est magnifique, c'est très propre ce qu'on a. Regardez 3 day là, comme c'est propre, c'est magnifique. Le TH, c'est la même chose. Regardez le TH, c'est très propre aussi, même figure un peu plus avancée. Voilà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Et on a aussi bien sûr notre VTTH. VTTH, c'est exceptionnel. Regardez ça. En daily, c'est magnifique. VTTH, niveau graphique, franchement, je peux pas avoir mieux. Il est splendide. Regardez ça, quelle beauté. Juste voir ça, c'est magnifique. On a un premier top là dans le rectangle. Hop, on remonte. Deuxième top. Et vous voyez qu'on vient pile chercher le bas du rectangle violet. On remonte. Deuxième bottom là. Et on vient pile rechercher encore une fois le rectangle violet, le bas du rectangle violet. Et là, pareil, on remonte. Troisième bottom. Et là, même chose. On revient chercher pile le bas du rectangle violet. Très très pertinent. Très très pertinent. Hein, très très pertinent. Niveau technique, là, on a tout pour rebondir. Après, encore une fois, c'est des probas, c'est des stats et on a plus de chances de rebondir, mais on peut aussi ne pas rebondir. C'est pas, voilà, c'est pas impossible. Après, c'est vrai que là, on a tout qui va avec nous, quoi. La tendance qui se relance, logiquement, on aura un bet qui va mieux superformer le TH. On a déjà tapé une baisse de moins 85%. On est sur un super long terme, à chaque fois, on a pu rebondir. Les statistiques sont de notre côté. Donc c'est pas trop mal, et en plus de ça, vous voyez, à court terme, on a trouvé de la force achetée là sur le. Alors c'est trop tôt pour dire que ça y est, on a trouvé notre bottom et on remonte, mais c'est intéressant que si on retrouve notre même bottom ici,
C'est incroyable parce que du coup, on serait exactement au même endroit, au niveau du rectangle là. Voilà, même endroit, ici, ici et ici. Donc ce serait assez fou. Salut, désolé, mais ça me ronge. As-tu arrêté tes études quand tu as vu que tu pouvais gagner beaucoup avec les cryptos? Bonne question. Alors ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Enfin, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps que j'ai arrêté les études? Ça fait 1 an et demi environ. Parce que j'ai arrêté fin 2020. Ça doit être novembre, décembre 2020. Plutôt décembre 2020. Donc ça fait 1 an et demi. Mais en fait, dès que le Bitcoin dès que le Bitcoin a commencé à monter, j'ai dû arrêter. Le Bitcoin devait être à 20 000 $, un peu moins. En fait, dès que le Bitcoin commençait à monter à 20 000 $, j'avais assez d'argent pour être tranquille et pouvoir vivre des cryptos. Du coup, je préfère arrêter. Le problème, c'est que j'avais un rythme de malade à l'époque où je me levais tous les matins 4 heures. Je me couchais tous les soirs à minuit. J'étais taffé. Et du coup, je faisais des grosses semaines à plus de 100 heures par semaine. C'était abusé. Et le problème, c'est que du coup, quand tu fais 100 heures par semaine, en fait, ton corps, il peut pas supporter. Enfin, moi, en tout cas, je pouvais pas supporter. Et du coup, au niveau de la santé mentale, ça allait, mais au niveau de la santé physique, ça tenait pas. Et des fois, j'avais blocage de dos, etc. parce que je travaillais trop. Et du coup, je devais faire un choix. Et mon choix, du coup, même si je finissais mes études, j'allais finir mon BTS 4-5 mois après, je préférais arrêter parce que j'arrivais pas à suivre et mettre full crypto. Et au final, ça a été un très très bon choix par la suite. C'était risqué, mais c'était un très bon choix en prenant du recul. Et c'était pas facile parce que j'étais un peu. Y a pas beaucoup, enfin, plutôt dans les profs, mes parents, etc. Il y a pas beaucoup de monde qui voulait que je fasse ça. Et finalement, je l'ai quand même fait en forçant, quoi. Je leur ai pas laissé le choix. Et j'ai bien fait. Après, c'est pas forcément ce que je conseille. 100 heures par semaine pour les cryptos ou pour les études au total. 100 heures par semaine, c'est énorme, hein. Je faisais des journées de. Ça allait de 17 heures jusqu'à 20 heures parfois de travail. C'était énorme. Et pour rester concentré tout le long, c'est très très compliqué. Parce que quand tu es fatigué, etc. Mais après, dans les heures de travail, je comprends quand j'étais en cours, je comprends quand je travaillais dans les cryptos, quand j'écoutais des vidéos pour apprendre des cryptos, des livres, etc. Et en fait, j'optimisais mon temps à fond. C'est-à-dire que j'avais pas une minute dans la journée où je me divertissais et je faisais rien, quoi. C'était optimisé à fond pour être le plus productif. Et je savais que les cryptos, ça allait péter, etc. Du coup, il fallait que j'accumule le maximum de connaissances pour essayer d'être le plus en place sur les cryptos et surfer au maximum de cette bulle, que ce soit sur les réseaux et que ce soit sur le marché. Pour un novice, tu lui dirais que c'est le moment d'investir. Et ben, moi, pour un novice, ce que je dis tout le temps pour un novice, c'est fais du DCA. Fais du DCA, c'est-à-dire du dollar cost average, où en gros, tu rentres sur le marché toutes les semaines, tous les mois, pas tous les ans, mais genre, tu choisis une time frame, c'est-à-dire tous les jours ou toutes les semaines, tous les mois, tu rentres avec 10 euros, 100 euros, ce que tu veux, et tu te fixes comme ça, et tu regardes pas le marché en fait. Ça, c'est le mieux parce que moi, ça te permet, quand tu es novice, de ne pas te prendre la tête, de rentrer avec un prix moyen qui va être correct, et peu importe les phases de hausse et les phases de baisse, tu mets le même prix, et même ce que tu peux faire après, c'est que tu accentues ton DCA, ou en gros, quand le cours commence à bien monter, tu ralentis dans ce DCA, donc au lieu de mettre par exemple 100 euros par mois, tu vas mettre 80 euros par mois, puis 60 euros par mois, etc., etc. Et inversement, dès que le Bitcoin va commencer à descendre et à chuter, bah là tu recharges, tu mets plus, au lieu de mettre 100, tu vas mettre 120, 140, etc., etc. Ça c'est pas mal, au moins ça permet d'apprendre aussi le marché, de voir les courbes, etc. Enfin, voir les tendances qui se dessinent. Tout en prenant pas trop de risques parce que tu suis en fait l'apparence du Bitcoin en faisant du DCA. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est que tu prends 5% de ton capital par exemple et tu vas le mettre en trading. Tu vas essayer un peu tout. C'est-à-dire tu vas essayer le short, tu vas essayer le long, tu vas essayer le levier, tu vas essayer plein de trucs différents. Moi, ça te permet de bien comprendre comment ça marche, les risques, etc. Et si tu perds, c'est pas grave, tu as 5%, c'est pas bien gênant. 400K, ouais, c'est ça. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis. 400 000 euros en stablecoin à 10% par an, ça fait du 40 000 euros par an. Donc ça fait du 3 333 euros par mois en fait. Et ça, c'est très très bon. Et c'est un peu ce que j'ai fait aussi. Et en fait, l'avantage d'avoir un gros capital crypto après de plus un demi-million d'euros, voire plus, ça te permet de mettre en stablecoin, de le mettre en stacking et d'avoir un rendement tous les mois sans rien faire qui est de genre 3, 5, 10 000 euros, ce qui est vraiment pas mal quoi. Et tu gagnes 5-10 000 euros sans rien faire tous les mois, c'est trop bien. Après, encore une fois, voilà, c'est à court terme. Et je pense que dans 5 ans, quoi, au prochain bull run, ce genre de rendement à 10%, 15%, 20% par an sur les stablecoins sera plus possible. Ce sera possible, mais il faudra faire des boucles de farming, etc. Et du coup, tu rajouteras du risque. 10% où, mais tu peux trouver un peu de partout, hein. Tu vas sur Nexo, tu vas sur Celsius, tu vas aller sur Swissborg. Après, ça fluctue, hein. Il y a des moments où tu auras 25-30%, puis des moments où tu auras 8%. Et après, tu peux aller encore plus loin, tu vas sur le farming, etc. Tu trouves assez facilement. Il faut mieux garder ses fonds en BUSD que USDT. Moi, ce que je te conseille de faire, si tu as beaucoup de fonds et que tu veux les mettre en stablecoin, c'est que tu mets du USDT, mais un petit peu. Moi, ce que je conseille plus, c'est USDC. USDC est très fiable. L'USDC, le BUSD et le DAI aussi, qui est décentralisé, c'est pas trop mal. Alors, PKN, il est tellement bas. Et PKN, en fait, tous les ICO, là, ils ont fait à peu près pareil, hein. C'est vraiment dommage, parce qu'on avait des... Après, c'est normal, hein, parce que forcément, ce genre de petits altcoins, ils prêtent beaucoup plus cher quand Bitcoin, il descend. Mais c'est vrai qu'il nous a fait une performance quand même de 1000%, hein. C'est bien gavé là-dessus, quand même. 1000%, je peux se rendre compte, à x11
en si peu de temps. Franchement, ça régalait. Hein, Pekken, on s'est mis bien. Le Pekken, incroyable. Vous voyez qu'il nous a fait encore un truc classique où en fait il monte, il corrige très fort, il trouve un bottom, il range, il repart en temps social à long terme. Malheureusement, le Bitcoin, du coup ça rechute. Et c'est vrai qu'il s'est pris une dégringolade là, mais monstrueuse. Hein. Et ça, on a pris un moins 87%, moins 88%. C'est énorme. Ce qui est intéressant par contre, c'est que on avait un premier bottom où moi je pensais qu'il allait se relancer ici, vous voyez, parce que c'est une grosse zone de support. Malheureusement, ça a cédé et on est revenu tester une zone de support historique qui est ici, qu'on avait formé en septembre 2021. Je pensais qu'il était sorti plus tôt le Pekken, mais non, en fait, septembre 2021. Ok, septembre 2021, on peut même mettre un rectangle et on voit clairement, hop, que ouais, le cours a retenu cette zone dans le passé, du passé, et pour l'instant, on est en support là-dessus. Reste à voir si on trouve une bottom ici. Encore une fois, ça va dépendre pas du projet Pekken, ni de son graphique, mais ça va dépendre du Bitcoin, qui va dépendre de l'SP500, qui va dépendre aussi de la géopolitique mondiale. Donc ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est vrai que si Bitcoin la repart en temps saucière, logiquement, le PKN aura trouvé son bottom juste là. Après, il risque de mettre plus de temps parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué, souvent ce qui se passe, c'est que Bitcoin relance sa tendance. Ensuite, c'est les gros altcoins, les petits altcoins, les shitcoins. Et vu que PKN est un petit altcoin, eh ben, il risque de mettre un peu de temps avant de remonter. Bitcoin risque de se performer dans le premier temps, durant quelques semaines, quelques mois, et après le PKN, lui, risque de se performer. Mais c'est vrai que là, au niveau recharge long terme, il est incroyable hein, parce qu'on est vraiment sur la zone de départ où là on a un prix de token qui est au plus bas. MNW de Morpus Network, il nous a fait des choses assez extraordinaires. Alors c'est dommage, j'ai plus l'historique d'avant, mais la première fois que je vous en ai parlé, c'était en juin 2021 par ici. Il nous a fait une performance incroyable d'environ 1000%. Ouais, c'est ça, 1000% x 11, c'est magnifique, c'est trop beau. En quelques mois, c'est splendide. Malheureusement, Bitcoin corrige, on se prend une correction inverse de moins 85%. On revient quasi au même point qu'on a eu la première fois que je vous en ai parlé en juin 2021. Donc là aussi, pareil, on reste sur un niveau très intéressant. Il y a juste à mettre les volume profile, très intéressant à long terme. Vous voyez, là, on est sur un gros cluster de volume profile que pour l'instant, on ne passe pas. Là, encore une fois, on a les volume profile au-dessus. Vous voyez qu'on a essayé, hop, là, de se relancer et les volume profile nous ont stoppé. Hop, on s'est fait rejeter. Donc là, ça va être encore très intéressant à regarder. Quand le MW va repartir, on pourra regarder si ces volume profile vont, encore une fois, nous stopper. On va pouvoir les passer. Mais on risque de traîner un peu par ici avant de pouvoir passer, vu qu'on a ces volume profile qui ressortent. Après, comme d'habitude, il est très volatile. C'est-à-dire, on n'allait pas mettre 60% de capital là-dedans parce que c'est très très volatile. Et vous voyez que le moindre rebond que des bitcoins de 20%, lui, fait 120%. La moindre baisse de moins 10% de côté de Bitcoin, moins 15%, lui fait moins 58%. Donc faites attention. Après, voilà, quand il va repartir, lui, il va pas se contenter d'un 100 ou 200% quand va faire Bitcoin s'il repart. Il va forcément aller chercher les 400-500% assez facilement. US, j'adore. Magnifique. Un peu comme il me fait penser à EGLD là, il y a quelques temps. D'ailleurs, EGLD, je l'ai passé tout à l'heure, mais vous voyez qu'au niveau de la construction, la graphique en 3D et W qu'on a est incroyable. En 3 jours et en W. Pareil pour le daily. Après, ce qui est dommage à long terme, et ce qui est là, je suis vraiment dégoûté par rapport à ça, c'est ce canal haussier, quoi. Il était incroyable ce canal haussier. On avait un point haut, un point bas, un point haut, un point bas, etc., etc. On avait tout pour continuer. Malheureusement, voilà, le Bitcoin, la tension mondiale, la géopolitique, ça, on ne pouvait pas le prévoir, malheureusement. Et pareil, niveau des indicateurs, vous voyez, le RSI, c'était très pertinent. À chaque fois, on allait chercher en haut. Là, malheureusement, du coup, on a coupé ce cycle. Pareil pour le MACD, malheureusement, on a coupé ce cycle. Donc, vraiment dommage. Après, regardez le MACD en weekly. Vous voyez qu'on a vraiment bien dégonflé. Là, on commence à avoir trouvé notre top, là, notre bottom plutôt du côté volume vendeur. Et là, du coup, on dégraisse du côté volume vendeur. Donc, les volumes vendeurs commencent à se calmer et on va bientôt, du coup, cross bullish pour repasser en volume acheteur. Et ça, logiquement, ça devrait arriver, je dirais dans 4-5 semaines environ. Si, bien sûr, on n'a pas de surprise du côté du marché. Et ça va être plutôt bon, parce qu'en général, vous voyez qu'à chaque fois qu'on a un croisement bullish, regardez, on l'avait eu ici dans le passé, hop, ici, tendance haussière, par ici, hop, tendance haussière, la même chose ici, hop, tendance haussière. Et là, du coup, pareil, quand on aura le croisement bullish, ce sera plutôt bon pour EGLD. Après, il y a toujours un petit temps de retard. Vous voyez, quand on a cross bullish ici, on était déjà reparti depuis quelques semaines. Là, pareil, on était déjà reparti depuis quelques semaines. Donc là, ça risque d'être pareil. C'est-à-dire que là, on risque de faire un truc comme ça. On va monter pendant 4-5 semaines. On va se retrouver vers environ les 250-300 $. Et là, on aura un croisement bullish. Avec toujours voilà, un petit peu de temps de retard. Mais ce ne sera pas trop tard si vous voulez pour entrer sur le marché quand on aura un croisement bullish. Parce que c'est un peu comme si on était là ou là avant la tendance haussière qu'on a après. Voilà, encore une fois, ça va dépendre de beaucoup de choses. Hein. Ça dépend de Bitcoin, qui dépend de l'SP500, qui dépend de la géopolitique mondiale. US, c'est très très bon, hein, regardez ça. Regardez ça au niveau de ce canal, magnifique. Encore une fois, c'est pas une certitude parce que regardez GLD, il a bien cassé son canal alors que ça faisait 2 ans qu'il était dedans. Mais c'est vrai que ES est très bon aussi. On a un canal qui est là depuis décembre 2019, donc ça fait 2021, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on a ce canal.
Et oui, on est venu tester une fois à la hausse, une, deux, trois, ouais, quasi 4 fois, allez, 3 fois la hausse, et 1, 2, 3, 4, 5 fois, 5-6 fois là au niveau de la baisse. Donc très très intéressant. Pareil, ouais, au niveau du récit, j'avais mis d'ailleurs un petit rectangle à l'époque de sur-achat du côté du US. Vous voyez que pour l'instant, on en est très loin. On est plutôt dans la zone d'accumulation qu'on a juste là, hop, tout le long, juste là. En gros, là, on accumule et là, on revend. Et avec pour l'instant, on sort de la zone d'accumulation pour logiquement revenir vers la zone de vente là qu'on a en haut. Et c'est intéressant parce que vous voyez que si on revient tester ce haut du canal à partir de maintenant, là, on va quand même chercher un 400%. C'est en x5, ça c'est énorme. Et on peut aller le chercher assez facilement en quelques mois, si bien sûr le marché des cryptos le permet. MZD, c'est à peu près la même histoire. C'est à peu près la même histoire. À peu près comme GLD, il est un peu moins important, là, le dégonflage qu'on a du côté de MACD, mais c'est quand même pertinent. Donc ouais, US à surveiller. Chiliz, il est intéressant quand en fait on est en période euphorique, quand on est en période déjà bien avancée en fait, si vous voulez, dans la tendance haussière. Au début des tendances haussières, en général, le Chiliz, je le trouve pas très intéressant. Enfin, c'est ce que j'ai vu à la dernière tendance haussière là en 2020. Il n'était pas hyper intéressant. Début de la tendance haussière, là, regardez, il a commencé à péter en février 2020. Et tout avant, vous voyez, il n'était pas très intéressant, il était plat. Et d'un coup, en février 2020, il a explosé. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse le même scénario où, en gros, vous voyez, il est très plat durant toute la période là, de début de tendance. Enfin, là, on était en période de correction. Mais dès que le Bitcoin va se lancer, imaginez Bitcoin, il se relance tranquillement. Et bah, lui, il risque d'être pareil, assez calme. Et arriver plutôt vers milieu, fin de la tendance haussière, paf, il explose un coup. Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse le même scénario. En tout cas, à court terme, il est pas dégueu. Il est pas dégueu parce que, regardez, c'est la même structure, même configuration qu'on a là sur Chiliz. Vous voyez, on l'a en 3 day, en weekly et en daily, qu'on a sur ETH et GLD et aussi sur Bitcoin. C'est un joli double creux dans ce style. Et ça, c'est très très bon aussi pour se relancer en analyse technique à court terme. C'est ça. Vous allez trouver. C'est pas une grosse voiture, hein, pas un gros truc. Parce que c'est un passif, les voitures. Il faut pas mettre trop d'argent dedans. Ça fait longtemps que j'ai en plus cette voiture. Ça fait 1 an quasi. Je l'ai prise en avril ou mai 2021. Audi TT chevreuil. Parce qu'en fait, pourquoi chevreuil? Parce que j'ai tapé un chevreuil environ 120 km/h avec ma voiture et du coup l'avant était un peu cassé. Et le chevreuil il avait rien, incroyable. J'étais tapé à 120, il avait rien du tout. Ah, c'était une Audi TT. Audi TT, c'est pas une grosse voiture, hein, c'est une Audi TT 2007, si je me trompe pas, 2 litres. Ça fait à peu près 200 et quelques chevaux. Mais c'est pas une grosse voiture. En fait, j'ai toujours respecté toujours fait gaffe avec mon capital, de bien respecter, pas acheter trop de passifs. En fait. Et la pire chose à faire et que beaucoup de jeunes font, c'est que quand tu arrives à 20, 25 ans et que tu commences par exemple à gagner un peu d'argent, et ben souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre allez, 50%, 60%, 70%, 100% de capital dans une voiture. Quoi. Et ça sert à rien parce que ça ne te rapporte pas d'argent. Et du coup, c'était assez fou, mais à une époque, j'avais peut-être 300, 400 000 euros de capital et je roulais dans un Picasso tout pété à 350 000 km. Les portes, elles tenaient même pas et tout, mais c'est pas grave. Et après, du coup, j'ai pris cet Audi. Et l'Audi, je l'ai pas payé cher. J'en ai eu pour. J'ai acheté 8005. C'est rien du tout. Et j'ai dû mettre des réparations, donc j'en ai eu pour 11 000 environ. Au total, j'ai pu en avoir pour 11 000 euros pour cette voiture. Et comparé à mon capital, c'est rien du tout. Quoi. C'était, je sais pas, quand je l'ai acheté, ça devait être 2-3% de mon capital. Et je fais gaffe aussi avec les voitures de prendre des voitures. Ce qui est bien, c'est que tu pourras les gratuits aussi après. Si tu prends des voitures qui valent cher, par exemple, tu prends, je sais pas, une Nissan GTR. Nissan GTR, pourquoi pas prendre, moi j'aimerais bien prendre une Nissan GTR, mais c'est gros, c'est-à-dire ça fait 600, 700 chevaux quasi, c'est une supercar. Je vais pas prendre ça à 25 ans parce que je vais me tuer. Du coup, je vais prendre ça plus tard. Mais si par exemple je la prends, l'avantage, c'est que tu achètes ça peut-être avec 80 000, 100 000 euros, mais tu peux le garder 2 ans, 3 ans. Tu roules un petit peu avec, mais pas trop, vu que moi je serai pas tout le temps à Malte, vu que je serai pas tout le temps en France, je roule un petit peu avec, je vais mettre quelques milliers de kilomètres. Et après, en fait, tu peux la revendre le même prix, même voire plus cher. Du coup, en fait, tu as roulé gratuitement, même tu as roulé en gagnant de l'argent en roulant dans une bonne voiture. Et ça, c'est cool. À Malte, prendre une moto, ouais, et ben c'est ce que je suis en train de faire à Malte. Je suis en train de passer mon permis moto là parce que j'ai quad du coup, mais les quads, c'est permis voiture c'est 4 roues. Et moto, j'en ai pas encore. Et ça me donne trop envie des enduros, motocross et, et moto de route aussi. Et du coup, il faut que je passe mon permis en France. Et après, je pense que je vais prendre une moto à Malte. Et ouais, à Malte, je pense que je vais rester juste avec une moto. Ça sert à rien de prendre une voiture. À Malte, je suis en location. Mon location, moi, je vais avoir la liberté de pouvoir me déplacer où je veux. Du coup, location. Et ouais, cet appart-là, je vais sûrement plus y être dans 4 mois. Quoi, parce que je change souvent. Et ça me donne envie de changer parce que je me lasse vite. Et du coup, je trouve ça cool de pouvoir changer sans se prendre la tête à acheter, etc. Et pourquoi pas faire une coloc? Ça peut être intéressant. Avec Alan et un autre pote, on s'est dit pourquoi pas faire une coloc dans une villa et tout, ça peut être cool. Et l'avantage, c'est que si on est à 3 par exemple, on peut avoir un truc bien mieux, quoi. On peut avoir un truc bien mieux que juste un appart. Et en fait, la courbe du capital, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'au début, c'est très long. En fait, pour passer de 2000
4 000 euros, elle va faire x2, donc c'est long. Passer de 2 000 à 20 000 euros, faire x10. Alors que quand tu as 1 million, si tu veux faire 1 million de plus, tu as juste à faire x2. Donc beaucoup plus rapide. Et du coup, en fait, au début, c'est vraiment comme ça, quoi, la phase de capital. Et ensuite, ça monte exponentiellement, petit à petit. Et plus tu montes, plus c'est exponentiel. Comme on l'a vu avec Warren Buffett. Warren Buffett, il a atteint, je crois, son premier million à 50 et quelques ans. Puis après, vu que c'est exponentiel, il a atteint le milliard assez rapidement. Donc voilà, merci pour ce petit live, c'était cool. On a fait quoi? On a fait environ 1h15 de live. Bonne soirée à tous. Allez, ciao!